L'accouchement est un processus naturel, un voyage qui donne naissance à une nouvelle vie. Bien que la plupart des naissances se déroulent sans heurts, certaines rencontrent des difficultés. L'accouchement dystocique, également connu sous le nom de travail difficile ou obstrué, est un tel défi. Il est caractérisé par des anomalies dans la progression du travail. La dystocie peut entraîner des complications si elle n'est pas traitée rapidement et efficacement. Nous explorerons ces types, ces causes, ses présentations cliniques et ses stratégies de prise en charge. Cela garantit le bien-être de la mère et du bébé. La dystocie n'est pas une condition universelle. Elle se présente sous différentes formes, chacune avec ses propres défis. En général, la dystocie est classée en 4 types principaux. La dystocie dynamique, la dystocie cervicale, la dystocie fœtale et la dystocie pelvienne. La dystocie dynamique implique des anomalies des contractions utérines. Les contractions peuvent être faibles, irrégulières ou non coordonnées. Cela entrave la progression du travail. La dystocie cervicale fait référence à l'incapacité du col de l'utérus à se dilater suffisamment malgré des contractions adéquates. La dystocie fœtale provient de problèmes liés à la taille, à la position ou à la présentation du bébé. Un gros bébé ou macrosomie, une présentation par le siège ou une position transverse peuvent tous contribuer à des difficultés pendant le travail. Enfin, la dystocie pelvienne survient lorsque le bassin de la mère est trop petit ou de forme anormale pour permettre au bébé de passer. Bien que la dystocie puisse survenir de manière inattendue, certains facteurs augmentent sa probabilité. L'identification de ces facteurs de risque est cruciale pour une intervention précoce et de meilleurs résultats. L'âge maternel joue un rôle, les mères âgées et les très jeunes mères étant plus sensibles. L'obésité est un autre facteur de risque important. Elle est liée à des complications comme le diabète gestationnel et la macrosomie, qui peuvent encore augmenter le risque de dystocie. Des antécédents de travail difficiles, des grossesses multiples et un court intervalle entre les grossesses peuvent également augmenter les risques de dystocie. De plus, certaines conditions médicales comme le diabète gestationnel, l'hypertension et la prééclampsie peuvent contribuer à des complications pendant le travail. La reconnaissance précoce du travail dystocique est vitale pour une intervention rapide et des résultats optimaux. Les professionnels de santé doivent être vigilants dans l'observation et l'interprétation des signes et symptômes cliniques. L'un des signes les plus évidents est la progression anormale du travail. Cela inclut un rythme de dilatation du col de l'utérus plus lent que prévu, un manque de descente du bébé ou les deux. Un travail prolongé, dépassant 20 heures pour les mères primipares ou 14 heures pour celles qui ont déjà accouché, est un autre signal d'alarme. La souffrance fœtale, indiquée par des rythmes cardiaques anormaux, est une complication grave de la dystocie. L'épuisement maternel et la déshydratation sont d'autres préoccupations. Ils peuvent résulter du stress physique et émotionnel prolongé d'un travail difficile. Section 5. L'importance d'une surveillance approfondie. En cas de suspicion ou de confirmation de dystocie, une surveillance continue et complète est cruciale. Cela permet à l'équipe médicale d'évaluer la situation, de prendre des décisions éclairées et d'intervenir rapidement si nécessaire. La surveillance du rythme cardiaque fœtal est primordiale. Elle permet de détecter tout signe de souffrance fœtale. La surveillance électronique continue du fœtus ou l'auscultation intermittente à l'aide d'un appareil Doppler sont des méthodes courantes. Une évaluation régulière des signes vitaux de la mère, y compris la pression artérielle, le pouls et la température, est essentielle. La surveillance de la fréquence, de la durée et de l'intensité des contractions utérines fournit des informations précieuses sur la progression du travail. Section 6. Prise en charge médicale de la dystocie.
La prise en charge de la dystocie dépend de plusieurs facteurs, notamment du type, de la cause et de la gravité de l'affection, ainsi que de l'état de santé général de la mère et du bébé. Dans certains cas, des mesures conservatrices peuvent suffire. Il s'agit notamment de l'administration de liquide par voie intraveineuse pour lutter contre la déshydratation et maintenir l'équilibre électrolytique. De médicaments contre la douleur pour aider la mère à faire face au travail prolongé. Du changement de position de la mère pour faciliter la descente du fœtus. Cependant, si les mesures conservatrices échouent ou si la situation se détériore, des interventions plus invasives peuvent être nécessaires. Il s'agit notamment de l'augmentation du travail avec de l'ocytocine pour renforcer les contractions, ou de l'accouchement vaginal opératoire à l'aide de forceps ou d'une ventouse obstétricale. Section 7. Intervention pour l'accouchement dystocique. Lorsque le travail ne progresse pas naturellement, les professionnels de santé peuvent utiliser diverses interventions pour faciliter le processus d'accouchement. Ces interventions visent à assurer la naissance en toute sécurité du bébé, tout en minimisant les risques pour la mère et l'enfant. Une intervention courante est l'augmentation du travail. Cela implique l'administration d'ocytocine, une hormone synthétique. Elle stimule des contractions utérines plus fortes et plus régulières, ce qui peut potentiellement accélérer le travail. Si la tête du bébé est engagée dans le bassin mais que la descente est lente, des forceps ou une ventouse obstétricale peuvent être utilisés. Les forceps sont des instruments en forme de pince qui guident la tête du bébé hors du canal génital. La ventouse obstétricale utilise une ventouse placée sur la tête du bébé pour aider doucement à l'accouchement. Dans les situations où l'accouchement vaginal est jugé dangereux ou impossible, une césarienne peut être nécessaire. Cela implique l'accouchement chirurgical du bébé par une incision dans l'abdomen. Section 8. Conséquences potentielles pour la mère et l'enfant. La dystocie, si elle n'est pas prise en charge ou si elle est maltraitée, peut entraîner des complications pour la mère et le bébé. Comprendre ces conséquences potentielles souligne l'importance d'une détection précoce et d'interventions appropriées. Pour la mère, un travail prolongé peut entraîner un épuisement, une déshydratation et une infection. Il existe un risque accru d'hémorragie postpartum où un saignement excessif se produit après l'accouchement. Dans de rares cas, une rupture utérine, une déchirure de la paroi de l'utérus, peut survenir. Il s'agit d'une urgence vitale. Le bébé peut présenter des complications comme l'asphyxie, qui est un manque d'oxygène, en raison d'un travail prolongé. Les traumatismes pendant l'accouchement, en particulier avec des interventions comme les forceps ou la ventouse obstétricale, sont une autre préoccupation. Section 9. Le rôle vital des soins prénataux. La prévention de la dystocie et de ses complications associées commence bien avant le travail. Des soins prénataux réguliers sont primordiaux. Ils permettent aux femmes enceintes de prendre des décisions éclairées et de prendre des mesures proactives pour une grossesse et un accouchement en meilleure santé. Les visites prénatales permettent aux professionnels de santé de surveiller la santé de la mère, de suivre la croissance du bébé et d'identifier tout facteur de risque potentiel de complications comme la dystocie. La détection précoce de problèmes comme le diabète gestationnel, l'hypertension ou les anomalies de croissance fœtale permet des interventions opportunes. Les soins prénataux constituent également une occasion inestimable d'éducation. Les femmes enceintes peuvent en apprendre davantage sur les étapes du travail, les options de gestion de la douleur et les complications potentielles. Ces connaissances leur permettent de participer activement aux décisions concernant leurs soins. Section 10. Se préparer au travail et à l'accouchement. Si les soins prénataux jettent les bases d'une grossesse saine, la préparation au travail et à l'accouchement est tout aussi importante. Cela implique une préparation physique et émotionnelle.
Assister à des cours de préparation à l'accouchement permet d'acquérir des connaissances sur le travail. Ils apprennent des mécanismes d'adaptation aux contractions et des techniques de relaxation. La préparation physique peut inclure des exercices doux. La création d'un plan de naissance peut aider à se sentir plus en contrôle. En se préparant activement, les femmes peuvent augmenter la probabilité d'une expérience d'accouchement positive.